On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Eh oui, je sais, Rimbaud avait raison. Mais là, quand même, avec le bac français et tout, je crois que tu seras d'accord avec moi, un peu de sérieux ne nous fera pas de mal. Moi, c'est Anissa, et je te propose de t'aider à réviser. On y va ? Ton bac de français avec Anissa. Aujourd'hui, Thérèse Raquin, d'Émile Zola. On va commencer par détendre un peu l'atmosphère. Tu savais qu'Émile Zola avait raté son bac ? Eh oui, ça arrive même aux meilleurs. Mais ce ne sera pas ton cas, hein ? Bah non, parce que déjà, toi, tu vas cartonner à ton bac de français grâce à ce podcast. Émile Zola est né à Paris le 2 avril 1840. Son père décède alors qu'il n'a que 8 ans et le jeune Émile connaît ensuite la misère et la pauvreté. Sans diplôme, il mène une vie de bohème avant de devenir, à 22 ans, commis dans une librairie et de se lancer en parallèle dans le journalisme. Il publie ses premiers textes et démontre vite la qualité de sa plume. À partir de 1868, Zola se consacre à l'écriture d'un cycle romanesque ambitieux, Les Rougon-Macquart. Pas moins de 20 volumes seront publiés de 1871 à 1893, parmi lesquels L'Assommoir, La Bête humaine et Germinal. En rendant compte de l'histoire d'une famille sous le Second Empire, Zola veut défendre une thèse, celle de l'origine héréditaire des comportements humains. Par exemple, beaucoup de personnages de Zola sont marqués par l'alcoolisme et la névrose criminelle, et ces caractéristiques semblent se transmettre d'une génération à l'autre, comme une sorte de fatalité à laquelle on ne peut pas échapper. Et ce déterminisme social mène souvent, tu t'en doutes, à une fin tragique. Bonne ambiance, hein ? Cette hérédité des comportements s'appelle aussi l'atavisme. Et je te garantis que si tu places le mot atavisme dans ta prochaine conversation, ça va faire son petit effet. Le sous-titre des Rougon-Macquart est « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». Zola veut que cette famille personnifie l'époque et même l'Empire lui-même. Cet empire, c'est celui de Napoléon III, un empereur qui collectionne les adversaires politiques et qui mène contre eux une politique répressive. Victor Hugo en sait quelque chose, hein. Lui a été contraint à l'exil. Il y a pourtant plus de place au débat dans la société française et on voit naître le droit de grève ainsi qu'une nouvelle constitution. En septembre 1870, la défaite de Sedan contre les troupes prussiennes provoque l'exil de Napoléon III et la fin du Second Empire. À cette époque, les industries se développent, des travailleurs ruraux arrivent en ville et la France se modernise, avec par exemple l'invention du moteur à essence et la construction des premières automobiles, le développement du chemin de fer et la création des grands magasins. Zola évolue donc au milieu de cette économie florissante qui laisse pourtant de côté la classe ouvrière. Et c'est à cette partie de la population qu'il va s'intéresser principalement. Car Émile Zola est un homme de conviction. Alors déjà, il n'hésite pas à se défendre lui-même quand il est éreinté par la critique. Par exemple, lorsque Thérèse Raquin est qualifiée d'œuvre putride par un journaliste du Figaro qui avait la plume un peu lourde. Mais surtout, Zola s'engage pour les autres, comme ce fut le cas avec l'affaire Dreyfus. Tu connais ? Le capitaine Alfred Dreyfus, juif d'origine alsacienne, qui est accusé de haute trahison. Zola sort alors sa plume la plus féroce pour écrire son célèbre article « J'accuse », publié dans le journal L'Aurore en 1898. Il y dénonce le complot antisémite dont le capitaine Dreyfus est victime. Cette prise de parole lui vaut un procès et un exil de quelques mois à Londres. Hélas, Zola ne verra même pas la réhabilitation de Dreyfus, qui aura lieu 4 ans après sa mort. Il meurt asphyxié par des émanations de gaz dans la nuit du 28 au 29 septembre 1902. Son décès est considéré comme accidentel,
Mais il avait tellement d'ennemis que la thèse de l'assassinat n'a jamais été complètement écartée. Ses cendres sont transférées au Panthéon en 1908. Mais avant le Panthéon, avant l'affaire Dreyfus, avant les 20 volumes des Rougon-Macquart, il y a eu Thérèse Raquin, premier grand roman de Zola publié en 1867. C'est le développement d'un mariage d'amour, une nouvelle que Zola avait fait paraître dans le Figaro 1 an auparavant. Alors Thérèse Raquin dans tout ça? Eh bien, elle s'ennuie ferme, Thérèse. Je m'ennuie. Recueillie et élevée par sa tante, Madame Raquin, elle passe sa vie à attendre poliment. Oh, qu'est-ce que je m'ennuie. Elle est mariée à son cousin, Camille. Alors oui, apparemment c'était ok de faire ça à l'époque. Camille, c'est un petit homme à la santé fragile, surprotégé par sa mère. Avec Thérèse, ils ne partagent rien d'autre qu'un quotidien monotone. Ils vivent tous à Paris, au-dessus de la mercerie tenue par Madame Raquin. Mais qui est-elle vraiment, Thérèse? C'est l'arrivée de Laurent, une ancienne connaissance de Camille, qui va nous révéler sa nature profonde. Laurent est un peintre un peu désinvolte et charismatique. Le genre de type qui séduit sans faire trop d'efforts. Celui qui profite de la vie, tranquillou. Dès leur première rencontre, Thérèse et Laurent sont liés par un désir sexuel puissant et dévastateur. Je dirais bien que ce lien les unit pour le meilleur et pour le pire, mais ici, hélas, c'est dans le pire qu'ils sont les meilleurs. Entre Thérèse et Laurent, c'est tout de suite passionnel. Ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Et c'est bien beau de se réfugier dans un grenier ou un atelier pour être ensemble, mais ça ne dure qu'un temps. Camille, le mari de Thérèse, devient bientôt trop encombrant. Ils imaginent alors l'inimaginable. Le supprimer en commettant un meurtre parfait, c'est-à-dire sans laisser aucune trace. Alors un beau jour, lors d'une balade en bateau, Laurent, avec la complicité silencieuse de Thérèse, tue Camille. Enfin libérés de ce mari gênant, les amants décident de laisser passer quelques mois. Un peu de décence quand même. Puis, ils se marient. Mais ils n'auraient pas été un peu naïfs, les amants maléfiques? Malgré sa mort, Camille est plus que jamais dans leur vie. Il est comme un fantôme qui ne les quitte pas. Même une fois le mariage célébré, le souvenir de Camille prend toute la place, rendant le bonheur du couple tout simplement impossible. Ils ne dorment plus. Tous les portraits peints par Laurent ont le visage du mort. Laurent devient même violent avec Thérèse. Rien ne va plus. Pendant ce temps, Madame Raquin est inconsolable. Depuis le décès de son fils, sa santé décline gravement. Un jour, Laurent, en proie à une crise de folie, donne devant elle des détails sur la mort de Camille. Mais Madame Raquin, devenue muette et paralysée, n'a plus la force de faire éclater cette vérité. Au bout de 6 mois de mariage, Thérèse et Laurent n'en peuvent plus. Chacun entreprend de tuer l'autre. Mais ils le découvrent, alors ils décident de se suicider ensemble, buvant chacun la moitié du même verre d'eau empoisonnée. Madame Raquin assiste à leur agonie. À défaut d'obtenir la justice, elle tient là sa vengeance sur ses 2 amants qui lui ont enlevé son fils Camille. Eh ben, quelle histoire! Bon allez, on respire. Et pour se remettre de nos émotions, on écoute un peu les oiseaux chanter. Ça va mieux? Allez, maintenant faisons un peu connaissance avec les personnages de cette fable noire. Le personnage principal, tu t'en doutes, c'est Thérèse. Au début du roman, on pourrait la comparer à une mer calme. Jamais une vague, pas une surprise, elle suit le mouvement. L'arrivée de Laurent dans sa vie, c'est un tsunami qui retourne tout sur son passage. Une fois le tsunami Laurent passé, Thérèse part en vrille. Ou peut-être qu'elle ne fait que révéler ce qu'elle a toujours été. Je te laisse choisir ta théorie préférée. En tout cas, on la découvre intense, sans peur, sûre de ses désirs et capable de jouer la comédie à merveille.
ce n'est pas juste une potiche, Thérèse. Laurent, lui, est grand et fort, au moins en apparence. Il cherche avant tout la simplicité dans sa vie, que ce soit dans son travail ou dans ses relations. Il veut la Dolce Vita, Laurent. Par chance, il a du charisme et les gens l'aiment bien. Mais une fois qu'il rencontre Thérèse, même s'il résiste un peu à la tentation au début, il cède ensuite totalement à l'impulsion de ses désirs. Zola le dépeint comme un homme égoïste qui ne fera preuve de courage, et je mets de gros guillemets à courage, que pour éliminer Camille et assouvir son besoin d'être avec Thérèse. Et puis il y a Madame Raquin et son fils Camille, les victimes plus ou moins collatérales de la passion dévorante de Thérèse et Laurent. Madame Raquin est gentille et aimante, mais elle ne connaît pas réellement Thérèse. Et même si elle a voulu bien faire, est-ce qu'elle n'a pas un peu trop couvé son fils chéri ? Car Camille, justement, a un comportement d'enfant. Il est faible, il n'a rien du mal alpha que Thérèse trouve en Laurent. Malheureusement, il est difficile à aimer Camille, et il va le payer très cher. Et paradoxalement, il ne sera jamais aussi puissant dans la vie des amants qu'après son décès. Autour de ces personnages gravitent les quelques amis de la famille qui viennent chez les Raquin tous les jeudis. Ils sont plutôt médiocres. Zola en fait une représentation du petit peuple parisien. Mais bon, hormis jouer au domino et donner leur avis sur ce qui ne les regarde pas, on a déjà vu mieux comme potes. Ah mais sympa les copains. Voilà, c'est joyeux, hein ? Mais à vous, même si c'est pas la franche rigolade, c'est passionnant toutes ces histoires de désir et de culpabilité. C'est vraiment à l'image de la vie et des faiblesses de l'être humain, et en ça, Zola tient toutes ses promesses. Le roman Thérèse Raquin a précédé le cycle des Rougon-Macquart, mais on y voit pourtant déjà les fondations de ce qui rendra le style de Zola célèbre. Parce que Zola fait partie des auteurs ayant popularisé ce qu'on appelle le naturalisme. Tu en as entendu parler ? C'est un courant littéraire qui consiste à dépeindre la réalité de façon minutieuse en suivant une véritable méthode de documentation. Pas de romantisme, oh que non! Zola veut montrer les choses telles qu'elles sont, même si elles ne plaisent pas. Ses romans, c'est la vie sans filtre, avec tous ses défauts et ses aspérités. Sa démarche est presque scientifique en fait. Il étudie les lois physiologiques qui déterminent le comportement des individus. Son objectif est de faire une photographie de la vie, de donner un outil de représentation du réel. Thérèse Raquin est un roman naturaliste, mais qui flirte par moments avec le fantastique, c'est-à-dire l'irruption d'éléments surnaturels dans un contexte habituel. Ainsi, le chat de la famille semble porter l'âme de Camille après son décès. Les amants sont hantés par son souvenir. En fait, le lecteur peut choisir de voir ces éléments comme des manifestations de la folie des personnages ou croire en l'existence du surnaturel. Le thème principal de Thérèse Raquin, c'est la passion humaine. Le lien qui unit Thérèse à Laurent détruit tout sur son passage. Quand la banalité du quotidien bascule, cette passion est dévorante, dans sa violence, ses menaces, sa fièvre, jusqu'au dénouement fatal. Zola examine aussi toute la puissance du désir. C'est le sentiment qui guidera toutes les décisions du couple. Le désir outrepasse la justice, la bienséance, l'empathie. C'est l'illustration de la prise du pouvoir du corps sur l'esprit. Comme le dit Zola lui-même, Thérèse et Laurent deviennent des brutes humaines, rien de plus. Il aborde d'ailleurs leur sexualité et leur bestialité de manière très directe. Enfin, Thérèse Raquin, c'est tout simplement une tragédie. Laurent et Thérèse, ce sont les amants maudits par excellence. Ils incarnent le déterminisme social dont on parlait au début de l'épisode. Malgré leurs tentatives, ils ne peuvent pas échapper à leur destin et ils payent leur orgueil de leur vie. Ah, qu'il est sombre l'être humain quand il cède à ses plus bas instincts. Bon bah voilà, on a bien bossé. Je crois que sur Thérèse Raquin, on est fin prêt. On résume ?
Voilà pourquoi tu vas adorer lire ou relire cet incontournable de la littérature française. D'abord pour son personnage principal, Thérèse Raquin. C'est une femme complexe dont la noirceur se dévoile au fil de l'histoire. On découvre progressivement cette femme fatale, audacieuse et sulfureuse. Zola en a fait un être profond et fascinant. Ensuite, parce que ce roman qui a choqué les contemporains de Zola est un immense roman. Zola y passe de la description réaliste au fantastique, de l'étude objective de la société à l'ironie contre les petits bourgeois, de la description des corps à l'exploration des profondeurs de l'être. Enfin, parce que Thérèse Raquin, c'est une tragédie qui nous montre sans fard les faiblesses de l'être humain. Zola nous fait ressentir des émotions intenses, latentes, la peur, le dégoût, l'effroi, et c'est aussi ça le pouvoir de la littérature. Une fois le livre fini, on n'est plus tout à fait le même. Une dernière petite info pour la route. Tout à l'heure, je te disais qu'Émile Zola avait loupé son bac. Mais sais-tu qu'il a aussi été refusé 25 fois à l'Académie française ? Oui, 25 fois, un record inégalé. Ah, quand ça veut pas, hein. Et pourtant, aujourd'hui, Zola est l'un des romanciers français les plus importants, les plus populaires, les plus traduits et commentés dans le monde entier. Sans parler des très nombreuses adaptations de ses œuvres à la télévision ou au cinéma. Ouais, ça donne de l'espoir, non ? Si tu veux réviser un autre livre au programme du bac français, ou tout simplement plonger dans l'un des grands chefs-d'œuvre de la littérature française, retrouve-moi dans un autre épisode de ce podcast. Ils sont tous dispo sur toutes les plateformes habituelles, sur le site et l'appli Europe 1 et sur anabac.com. À bientôt. Ton bac de français avec Anissa est une coproduction Europe 1 édition Hatier.